Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager la passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, c'est la première fois que j'interviewe un séiste de course en ligne en la personne d'Adrien Barre. 3e au dernier championnat du monde, en perpétuel progrès, que fait-il pour continuer à progresser ? J'en ai profité également pour poser mes questions de néophyte sur le canoë. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Adrien et ses secrets. Salut Adrien, comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Rudy, bah écoute, ça va pas mal malgré la pluie. Je suis dans mon salon là, au chaud, donc ça va. Ah, il pleut en région parisienne aujourd'hui ? Ouais, j'ai pris la pluie sur l'eau là. Je suis allé 3 fois sur l'eau aujourd'hui et ouais, j'ai pris la pluie. 3 fois sur l'eau, c'est courant que tu fasses 3 séances par jour ? 2 bateaux, non, on est plutôt à 2, même si ouais, 3 fois ça peut arriver. Là en fait, ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai fait un petit échauffement. Après, j'ai fait une EB2 et là, je me suis fait un petit plaisir pour la première fois. J'ai fait une descente de la Marne en stand-up. Donc du coup, c'était plutôt cool. J'ai essayé ça aujourd'hui et je me suis bien marré. Donc ouais, ça fait 3 fois sur l'eau aujourd'hui. Ça fait 3 fois là un petit peu la pluie, mais bon, ça va, ça va. Et quelle température il fait ? C'est ça la question, parce que s'il pleut et qu'il fait 15 degrés, ça va ? Bah, il fait entre 8 et 10 degrés. Oh, ça va, c'est pas si pire. Ça va encore, ça va encore. Donc, tu es le premier séiste à intervenir sur le podcast qui, à la base, est consacré Merci. au kayak. Et donc, j'ai plein de questions à te poser parce que j'y connais presque rien en canoë. Et donc, je voulais commencer, c'est la question un peu habituelle. Quel est ton premier souvenir en canoë ? Mon premier souvenir en canoë, vraiment le premier souvenir que j'ai, c'était sur le ponton à Saint-Laurent-Blangy, à mon club de cœur et mon club de toujours, encore aujourd'hui. Quand j'ai embarqué pour les premières fois, les 2 ou 3 premières séances, j'avais la chance d'avoir un jeune champion du monde de C1 marathon qui s'appelle Bertrand Fauquet et qui était donc responsable des jeunes à ce moment-là et qui m'a mis dans le bateau et qui me tenait la pointe arrière pour essayer de me stabiliser et que je prenne mes premières marques dans ces embarcations. Donc voilà, je faisais 30 secondes dans le bateau, je me foutais à l'eau, 30 secondes dans le bateau, je me foutais à l'eau. Et donc c'est ça mes premiers moments vraiment de canoë de course en ligne, c'était ça. Est-ce que tu as commencé auparavant par le kayak ? Non, pas du tout. Alors ça, par contre, tous les canoës, ils ont des chemins différents. Moi, j'ai tout de suite commencé au canoë. Et t'avais quel âge alors quand tu as commencé le canoë ? En fait, j'avais 13 ans. J'ai commencé en 2005, ma première licence. J'avais 13 ans, ouais. Avant, j'avais nagé un peu, même beaucoup. J'avais fait les championnats de France de natation plus jeune, enfin à 12 ans, ou à 11 ans, pardon. Et après, j'ai fait un an à chercher un autre sport parce que la natation, ça m'avait saoulé. Et mon frère faisait du canoë. Et donc, j'ai fait un stage d'été là-bas au club. Et tout de suite, en septembre, j'ai commencé. Et tout de suite, je voulais faire de la course en ligne parce que c'était ce qu'on faisait à Saint-Laurent. C'était de la course en ligne. Et on a une certaine particularité là-bas et un certain goût pour le canoë. Donc, du coup, je me suis tout de suite mis au canoë. Ouais, parce que j'allais dire que c'est quand même assez original. Dire que le kayak de base, c'est pas très populaire. Alors de là à se mettre au canoë, ça me paraît assez incroyable en fait. Qu'est-ce qui te pousse en fait ? En fait, C'est le club qui te pousse entre guillemets cet entourage-là à te mettre au canoë et pas au kayak ? on est clairement minoritaire dans le nombre de pratiquants, les canoës, voilà, en France. Mais il y a des clubs qui sont historiquement, j'ai envie de dire, formateurs canoë. Moi, je pense les clubs de Cise, de Boulogne-sur-Mer et de Saint-Laurent. Même si dans tous les clubs, il y a des canoës et des kayaks, ou à peu près, il y a des clubs qui font pas de canoë, mais dans tous les clubs où il y a des canoës, il y a des kayaks, enfin tout le temps. Et historiquement, il y a des clubs qui ont plus la fibre canoë, qui ont eu des bons formateurs canoë et voilà, qui partageaient cette passion de la pagaie simple avec les plus jeunes et ce qui donne envie du coup de commencer du canoë.
Tout à l'heure, tu disais que quand tu as commencé à être dans un canoë, tu tombais toutes les 30 secondes. Au bout de combien de temps tu n'es plus tombé? Euh, je dirais quand même, j'ai commencé tout de suite en course en ligne. Moi, je suis pas passé par les catégories découverte, pré-compétition, initiation, tout ça. Je suis passé tout de suite en course en ligne, donc j'ai pas eu le plaisir vraiment de découvrir toutes les activités qui te permettent vraiment de t'éveiller à l'équilibre et à ce que c'est que de naviguer sur l'eau. Donc j'ai mis un peu de temps, j'ai mis 6 mois, je pense, à 2 fois par semaine, passer 1 heure et demie au ponton. Et au bout de 6 mois, je pense que à peu près, hein, j'étais capable de faire 2 km, 2-3 kilomètres sans tomber, à Et, peu près. c'est assez fou quand même. Tu passes 6 mois dans l'eau, quoi, en gros, avant de réussir. Et malgré tout, tu restes motivé. Parce que j'avais mon frère qui en faisait, je savais que c'était une étape à passer, on avait beaucoup parlé justement avec lui et puis avec les gars du club, donc du coup on sait que c'est une étape à passer pour derrière avoir accès à des sensations qui sont super. On est haut sur l'eau, on est vraiment sur de la glisse, donc c'est un super sport. Donc c'est l'étape à passer, c'est un rite de passage, quoi. C'est un peu pareil aussi pour les kayakistes, hein. C'est compliqué de gérer vraiment cet équilibre. Et donc, du coup, ouais, faut se lancer, il faut s'accrocher pendant ouais, 2, 3, 4 mois. Et puis après ça ouvre les portes du plaisir, j'ai envie de dire. Ok. Et donc 13 ans, donc 13 ans et demi, en gros, tu commences à faire 2-3 kilomètres. Est-ce que tu as l'envie de te mettre aux compétitions assez rapidement? Bah, moi, je faisais ça pour ça. Enfin, mon club, et voilà, il est orienté plutôt canoë et clairement orienté vers la compétition parce que pour moi, la compétition, surtout à ces âges-là, c'est ce qui motive, c'est ce qui donne des petits objectifs. Enfin, c'est même encore compliqué, mais ça anime en fait le quotidien, en fait, la compétition quand tu es jeune à cet âge-là. Tu pars en compète avec les copains, tu fais des courses, tu rentres le dimanche soir. L'été, tu as les championnats de France ou tu as des petits stages avec les équipes minimes. Voilà, ça anime ton année. On n'est pas dans un objectif de performance à cet âge-là du tout. Mais voilà, c'est juste de l'éveil à ce qu'est le canoë-kayak, hein, aussi de l'éveil à ce qu'est la compétition et voir si tu aimes ça ou pas, quoi. Et comment se passe ta première compétition alors? Mal, j'imagine, j'ai pas vraiment de souvenirs. Non, c'était compliqué au début. Je saurais pas te parler de ma toute première compétition. Je me souviens qu'à un moment, il y avait Grégory Demory qui aussi était un responsable un peu du groupe minime. Moi, donc du coup, j'étais là dans le collectif. J'avais l'opportunité, enfin, il y avait la place pour moi dans l'équipe minime Nord-Pas-de-Calais. À l'époque, c'était la région Nord-Pas-de-Calais, c'était pas les Hauts-de-France. Donc à l'époque, il y avait de la place pour moi dans l'équipe Nord-Pas-de-Calais minime. Donc du coup, il y a Grégory Demory, il est venu me voir, il a dit bon, faut qu'on bosse un peu parce que là, si tu veux que ça ressemble à quelque chose aux régates de l'espoir. Donc c'est les régates de l'espoir, c'est les championnats de France minime. Si tu veux que ça ressemble à quelque chose au championnat de France minime, va falloir qu'on bosse un petit peu. Et puis du coup, on a fait quelques. Il y a eu, voilà, j'ai bien intégré le groupe. Ils m'ont vite fait passer les étapes. Et ce qui fait que bah, dès la fin de la première année, j'étais en équipe régionale minime dans le deuxième C4 au championnat de France. Et si je dis pas de bêtises, c'était à Nancy. Ok. Et à partir de quel moment alors tu as eu des ambitions? C'est à partir du moment où il y avait eu une place dans l'équipe Nord-Pas-de-Calais que tu as commencé à prendre l'entraînement peut-être plus au sérieux? Ou dès le Non, début? non, même pas. Même pas. Non, non, à 12-13 ans, tu prends pas l'entraînement au sérieux. Les copains, ils vont en équipe minime, ils disent que c'est sympa. Du coup, tu dis, bah, vas-y, j'y vais aussi, je vais voir. Et c'est vrai que c'était cool. On avait des petits stages, on faisait des conneries, on rigolait bien, on faisait de l'équipage aussi, beaucoup, beaucoup. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc, du coup, ouais, minime première année, minime deuxième année, dans l'équipe minime, je pense que tu peux en parler à beaucoup d'athlètes. Ces années dans ces petits collectifs et ces petits stages minimes, ça forme vraiment. On apprend plein de choses, ce que c'est le bateau, on comprend un peu le monde qui nous entoure, le monde du canoë-kayak.
à ce moment-là et on voit, c'est souvent à ce moment-là qu'on voit si ça nous plaît ou pas, quoi. Et donc toi, Donc, ça t'a plu alors? ouais, ça m'a plutôt plu, ouais, le rythme en fait, et surtout la variété de ce qui était proposé. Moi, j'ai beaucoup nagé et en fait, j'ai nagé de bébé nageur jusqu'à mes 11 ans sans. J'ai jamais arrêté de nager. Donc, j'avais toutes mes licences tous les ans à la Fédération française de natation. Et en fait, on faisait que nager. Là, à 11 ans, je nageais 4 ou 5 fois semaine. Et donc, du coup, j'en avais marre de tourner en rond dans la piscine. Et ce que j'aimais bien dans le canoë-kayak, c'est qu'on faisait pas que du canoë-kayak. On faisait des gainages, des footings, des sport co, et tu vois, très jeune. On faisait tout ça et ça, j'aimais bien, tu vois, le fait de faire pas que du bateau et pas toujours la même chose. Tu vois, on pouvait faire de l'équipage, du mono. Enfin, c'était tout de suite hyper varié, en fait, dans ce qu'on pouvait faire. Et je pense que c'est plus ça qui m'a plu que vraiment la performance en elle-même. Et voilà. À partir de quand alors tu t'es dit que tu pouvais peut-être arriver à haut niveau en canoë? En fait, ça s'est fait plutôt naturellement. J'ai eu la chance d'avoir été dans un collectif hyper dynamique avec une grosse émulation dans les catégories voilà, des minimes, mais surtout en cadet et en junior. Euh, une grosse émulation. Donc, il y avait Romain Beugnier, Pierrick Martin et d'autres athlètes du club. On formait un gros groupe d'entraînement canoë. Ça se tirait la bourre beaucoup à l'entraînement. Et en fait, sans s'en rendre compte, juste tu viens à l'entraînement qu'on te dit de venir et tu te nourris de l'émulation. Et surtout, moi, j'avais commencé plus tard que les autres gars, donc j'étais moins rapide que les autres, mais au fur et à mesure des mois, on était un groupe de genre 7 ou 8. Et tous les 2 3 mois, j'étais plus rapide qu'un mec, et puis un autre mec, et puis un autre. Et puis donc, du coup, en fait, je progressais sans m'en rendre compte, juste en essayant de m'accrocher avec les copains. Et puis arrivé en junior 1, sélection équipe de France, ça se passe bien. Je crois que je fais quatrième et donc je suis sélectionné en équipe de France en junior 1. À partir de ce moment-là, tu fais des compétitions internationales? Ouais, il y a eu, mais je crois même avant, hein. En fait, au club, ils nous ont souvent conduits en junior et même en cadet d'ailleurs, sur des régates internationales. Le club a pas mal de relations avec d'autres clubs en Europe. Donc, du coup, c'est en Belgique, c'est en Slovénie, en Slovaquie, en Roumanie. Voilà, quand on était cadet, le club, on partait avec, même au Portugal, on était conduit par un ou deux coachs et puis on allait au bout de l'Europe faire une compétition de canoë. Je me souviens, je suis allé 2 fois en Roumanie dans des clubs incroyables. Enfin, vraiment, tu voyais vraiment qu'on s'entraînait pas dans les mêmes conditions qu'eux. Et puis, on était quand même là à faire du canoë. On a fait, je sais pas, genre un truc genre 35 heures de route pour aller en Roumanie. Mais 2 mois plus tard, on a fait, ça c'était plutôt les années cadets. 2 mois plus tard, on a fait la même chose pour aller en Slovénie ou en Slovaquie. Tous les ans, on a une régate en Belgique chez nos amis belges. Donc, du coup, ouais, déjà l'international très tôt. J'ai très tôt, mais pas au niveau, quoi. Voilà, l'international, ouais, mais pas au niveau. En fait, on avait fait pas mal de compétitions comme ça pour voir, quoi. Et est-ce que tu gagnais dans ces compétitions-là? Non, non. Non, pas du tout. Je t'ai dit, moi, j'ai commencé vraiment sur le tard et j'ai mis du temps à progresser. Et non, j'étais pas le meilleur de mes catégories. Tu vois, je me souviens justement, je me doutais que tu allais me poser ce genre de questions. J'ai réfléchi. Pour te dire, en cadet première année, je fais troisième de la finale C au championnat de France. Donc, je suis vraiment très loin des meilleurs. Mais tu vois, dès junior 1, je suis dans les 4 premiers. Donc, du coup, il y a vraiment une progression qui s'est faite grâce au groupe d'entraînement dans lequel j'étais, quoi. Je À, me suis pas vu progresser. à, Pour à moi, à cet âge-là, tu t'entraînais beaucoup? À quelle fréquence par semaine? je saurais pas te dire. En junior, ça commençait à devenir plutôt sérieux. En cadet, je devais être à, vas-y, 4, 5 séances. Je pense que j'avais le mercredi, j'avais le footing du vendredi.
J'avais samedi 2 séances et le dimanche une séance. Ouais, ça devait être 4, 5 séances, ça c'était en cadet. Et puis après, je suis monté, ça commence à remonter tout ça pour moi. Et puis après, c'est monté petit à petit. Euh, Après, on est monté sur des séances tous les jours, voilà, progressivement, quoi. Tu dis que tu as commencé tard le canoë. En général, la plupart des séistes commencent à quel âge? Au club, bah, ils Ouais. arrivent au club à 8, 9 ans. Ah ouais. 8, 9, ouais, 8, 9, 10 ans, quoi. Ils arrivent au club, ils passent par toutes les catégories de découverte. On leur fait faire du canoë, du kayak, pas forcément de la course en ligne, hein. On a la chance d'avoir un petit bassin d'eau vive à Saint-Laurent, donc de temps en temps, on leur fait faire un petit peu d'eau vive quand il fait beau. Donc voilà, les très jeunes, on leur fait faire plein de choses, quoi. Et, euh, et forcément, bah, quand tu arrives à 12 ans, et le but, c'est de rattraper le plus vite possible le train des gens de ton âge, hein. Parce que moi, quand je suis arrivé à 12 ans, les 2 premières semaines, j'étais avec des gens ouais, 9, 10 ans, quoi. Donc il y avait vraiment un décalage. Et donc très vite, ils ont compris que ce que j'avais envie, c'était de faire de la course en ligne. Donc ils m'ont fait passer des étapes. Quand tu rentres en équipe de France, c'est une consécration pour toi? Non, en fait, on est dans. Enfin, ouais, j'étais super content, super fier. Mes proches aussi étaient super contents en junior. Mais on était déjà dans un milieu, le club de Saint-Laurent, où bah, si tu fais les choses bien, si tu fais ce qu'on te dit, si tu respectes le programme, tu es là aux entraînements et tu t'engages bien aux entraînements, euh, c'est euh, c'est pas normal parce que, enfin, ça m'embête de dire ça, c'est pas normal, mais c'est fréquent, quoi. Le club de Saint-Laurent, on est fournisseur officiel de l'équipe de France de canoë. J'exagère, hein, mais on est vraiment fournisseur officiel de l'équipe de France de canoë. Depuis 10 ans, on est entre 60 et 80% de l'équipe de France, c'est des sociétaires de la ASL, quoi. Donc, c'est pas normal parce que, en fait, c'est exceptionnel d'être en équipe de France. Mais dans le milieu où j'étais, c'était une habitude. Enfin, voilà, les athlètes qui s'entraînent bien, sérieusement, et qui sont là régulièrement à l'entraînement, et qui se donnent bien, et la suite logique, c'est d'accéder à l'équipe de France. Quand ton rythme, quand tu rentres en équipe de France et que ton rythme d'entraînement s'accélère, est-ce que tu as une scolarité adaptée? Dans un premier temps, non. En fait, au collège, j'étais pas dans le collège où il y avait la sélection sportive, donc du coup, je faisais mes entraînements après les cours. Mes parents voulaient pas tout de suite, enfin, mes parents et puis même moi, tous mes copains, en fait, ils allaient dans un lycée qui est pas le lycée où il y a la section sportive. Donc du coup, en seconde et en première, j'étais dans un lycée. Et il n'y avait pas la section sportive. Et donc, du coup, ces 2 années-là, je m'entraînais tous les jours de 17h à 20h bah, voilà, dans les créneaux que j'avais de disponibles. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte avec mes parents que c'était pas possible ce rythme-là et que, en fait, il fallait que je change de lycée. Donc, entre ma première et ma terminale, j'ai changé de lycée. Je suis arrivé au lycée Gambetta à Arras, où il y a la section sportive canoë-kayak. Et là, c'était vraiment plus facile. Je terminais tous les jours à 16 heures. Et en fait, on s'était arrangé avec le prof de sport. Euh, J'allais pas en sport. Et, euh, plutôt que d'aller en sport, j'allais au canoë. Et juste, vu que c'était l'année du bac, je venais 2 fois par trimestre pour valider voilà, ma note de bac sur le sport que j'avais choisi, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu des très mauvaises notes. J'ai eu 13, je crois, au bac en sport, parce que juste, j'allais jamais en sport, j'allais juste aux examens, aux évaluations, et donc du coup, j'ai pas eu des super notes en sport parce que en fait, je faisais du canoë, quoi. Et c'est quand même pas mal, 13 sans faire les cours de sport. C'est quand même pas si mal. Ah, ça va. Je crois Je pense que je j'aurais crois que pu t'allais me dire faire j'ai ça. eu 8 sur 20 parce que par exemple si pas j'ai une connerie si c'est badminton et puis que tu viens juste pour l'évaluation et que t'en as jamais fait normalement t'étais Ouais, mais mauvais comme tout si t'es quoi. un athlète t'es un athlète de l'équipe de France et que tu as 13 sur 20 en sport, ça la fout moyen, quoi. Mais est-ce qu'il y avait des tests pour rentrer dans ce lycée à Arras? Hmm, pas
que je sache, pas trop, non. Je pense qu'il faut quand même, pour pouvoir y rentrer, il faut quand même montrer patte blanche dans le sens où faut avoir quelques objectifs et puis avoir démontré que voilà, on est motivé pour s'entraîner régulièrement. Et à partir de là, tu peux rentrer dans la section sportive sans trop de soucis. En dehors de tes camarades de club, est-ce que tu avais des modèles, des idoles dans le canoë? Ouais, ouais, j'en avais pas mal. Quand on arrive au club, on regarde forcément les plus grands. Donc, je t'ai cité Bertrand Fauquet qui m'a mis dans le bateau. Et donc, ça, c'était quand même assez particulier. Tu vois, le champion du monde moins de 23 ans ou senior, je sais plus. Champion du monde de marathon qui te met dans le bateau, qui est là pour t'accompagner quand même. C'est des choses qui marquent. Après, ouais, il y avait un collectif déjà senior qui était vraiment solide. Il y avait Thomas Simard qui était dans le collectif et qui est très talentueux, donc du coup était bien dans le groupe, était voilà même dans les meilleurs nationaux et il s'approchait même des meilleurs internationaux dans les U23. Il y avait Mathieu Beunier, voilà, qui était pareil dans les meilleurs nationaux et qui était régulièrement du coup dans les meilleurs équipages français. Il y avait Marie Delattre aussi qui était au club et voilà qui avait une image assez forte avec de très 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 bons résultats en international. Donc ça, c'était vraiment, en plus, ce qui est bien, c'est que ces idoles-là étaient vraiment proches de moi parce qu'ils étaient dans mon club, c'était des gens que je voyais tous les jours. Après, il y avait des personnes qui étaient un peu plus lointaines. Je citerai Mathieu Goubel, qui était, lui, de Boulogne, mais qui était vraiment le meilleur français. Lui, voilà, avec des très très hautes performances à l'international. Un professionnalisme assez impressionnant et donc du coup ouais, c'était vraiment plus ces gens-là qui, en tout cas dans le canoë-kayak, parce que j'en ai plein dans d'autres sports, je suis vraiment amateur de sport, mais dans le canoë-kayak voilà, c'est plutôt ceux-là que j'admirais, ouais. Est-ce que cette multidisciplinarité, on peut dire, le fait de faire plein de sports, ça a continué même quand tu as commencé à rentrer en équipe de France, quand tu étais en équipe de France junior? Est-ce que tu as continué à faire, je sais pas, du footing, des sports co, etc. Parce que tu parles d'être un Ouais, peu passionné de sport. ouais, bah justement, ouais, on a continué, même ça s'est augmenté. On a fait du vélo, après on a commencé à faire des stages de ski de fond. On a recommencé à nager. J'ai recommencé du coup à faire des petits enfin une ou deux natations par semaine en hiver. Tu vois, on a vraiment sur ces catégories-là, on a touché vraiment à tout. Voilà, c'était vraiment ça qui me nourrissait. Moi, j'étais content à chaque fois voilà, de faire des choses différentes. Alors évidemment, on faisait énormément de bateaux. Mais non, mais moi, c'est vraiment ça qui me plaît, c'est de pouvoir toucher à tout et puis quand même d'avoir une spécialité dans laquelle je m'exprime et autour de quoi bah, s'oriente mon projet, quoi. Mais et justement, tu disais que pour rentrer au lycée à Arras, tu devais en gros avoir un projet, un objectif sérieux. Quel était-il? J'ai pas eu à le présenter, hein, c'était assez clair. Ah. Bah, de toute façon, j'étais rentré en équipe de France en junior première année, alors que j'étais encore dans l'autre lycée où il n'y avait pas la section sportive. Donc, enfin, ça montrait déjà les motivations que j'avais en fait. C'est-à-dire que l'année d'avant, avant d'entrer en section sportive, je venais m'entraîner tous les soirs. J'avais ma petite 50 à boîte. Et puis, je partais du lycée, hop, j'allais à l'entraînement et je rentrais chez moi à 20h pour manger, quoi. Donc, mes journées, c'était ça. Je partais à 8h, je partais même avant 8h pour aller au lycée et je rentrais le soir à 20h après avoir fait mes séances voilà, pour me reposer et repartir sur la journée d'après, quoi. Donc, j'avais déjà, je pense, montré mes motivations en première. Donc, du coup, il n'y a eu aucun doute, il n'y avait aucun problème pour la section sportive, il n'y a eu aucun problème, ouais. Et toi, tu visais quoi? Alors, tu visais l'équipe de France senior, les compétitions internationales, les Jeux Olympiques? Dans un premier temps, je visais les équipes de France. En fait, ça dépend. Ça dépend des années. Les objectifs changent en fonction des années et des catégories. Ça s'est super bien passé en junior 1. On fait quatrième et cinquième en C4 500 et 1000. Et j'étais junior première année. Et dans le bateau, il y avait
2 autres juniors première année. Il y avait Romain Venier et Pierrick Martin, que j'ai cité tout à l'heure. Et donc, du coup, on se dit, à 3, on se dit, non, mais là, on est junior 1 et on fait 4 et 5, on est à rien du podium. On dit l'an prochain, le podium, c'est pour nous, quoi. L'année d'après, on n'a pas fait de C4, on a fait du C2. Et en C2, ça se passe super bien avec Romain Venier. On fait vice-champion du monde en C 2000 mètres, donc sur une distance olympique. Donc ça, c'était vraiment une grosse réussite en junior et c'était vraiment trop cool comme expérience. Et en fait, l'année s'est pas terminée là parce qu'en septembre, donc c'était en 2009, ça commence à remonter. En septembre, on va au championnat du monde de marathon avec Romain et on fait le doublé en C1. Romain gagne et je fais 2. Et on gagne en C2. Donc tu vois, à nous 3, on a fait 1, 2, 3, 4 médailles internationales. À nous 2, avec Romain, on fait 4 médailles internationales en 2 mois de temps. En junior 2, c'était vraiment génial. Donc ça te booste et ça te propulse pour des années, quoi. Ça te dit, ah voilà, en fait, ça c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse, quoi. Mais c'était un objectif de gagner le championnat du monde, par exemple? C'était un truc que tu t'étais dit dans l'année, je m'entraîne pour devenir champion du monde? Ouais, franchement, en junior, c'est impossible de savoir. En junior, tu t'entraînes pour essayer d'être le meilleur. Mais en fait, les catégories, elles tournent tout le temps. En fait, tu sais pas si dans ta catégorie d'âge, tu vas avoir un prodige, un mec qui va être en dessous des 4 minutes ou en dessous des 3,55 euh, en junior deuxième année en monoplace, par exemple. C'est pas tous les ans, mais des fois, il y en a. Et en fait, si jamais c'est cette année-là où toi, tu es en junior 2 et que cette année-là, il y a 3 bonhommes comme ça, et ben, le podium, ça va être chaud, quoi. Sauf que, en fait, tu sais jamais, voilà, et tu sais jamais à quoi tu t'attends quand tu es en junior. Il n'y a pas d'ordre établi, il n'y a pas de hiérarchie. Tu sais qu'il y a des pays qui sortent plutôt des bons athlètes, mais ça se trouve cette année-là, ils n'auront pas de bons athlètes. Donc en fait, non, en junior, tu t'entraînes pour essayer d'être dans le meilleur équipage possible, d'être même le meilleur équipier possible ou le meilleur mono possible. Et puis après, tu cours tes courses inter à bloc et tu regardes le résultat à la fin, quoi. Junior 2, c'est l'année où tu obtiens ton bac. Ouais, c'est ça. Et après, qu'est-ce que tu fais comme étude alors? Après, alors en fait, je voulais être kiné. Je voulais être kiné, donc du coup, j'ai passé des concours en terminale en mars. Ça s'est évidemment pas bien passé. Je les ai pas eus, mais j'avais travaillé dur pour ça, mais je les ai pas eus. Par contre, j'ai fait une demande. En fait, ils ont des places dans les écoles de kiné, ils ont des places réservées pour les athlètes de haut niveau. Et j'avais fait une demande et du fait de mes résultats, euh, en fait, j'ai fait une demande, mais c'était pour l'année d'après. Donc j'ai fait une demande genre en juin. Mais en juin, c'était pas pour rentrer en septembre, c'était pour la septembre de l'année d'après. Tu vois? Et donc j'ai fait la demande en juin. Il y a eu les résultats de l'été, donc l'été de ouf, machin, vice-champion du monde en C2, trop bien. Et du coup, j'ai dû attendre encore quelques mois. Pendant ce temps-là, du coup, vu que je savais pas trop ce que j'allais faire, je suis allé en STAPS à Lille, STAPS prépa kiné, justement, tu vois, pour mettre toutes les chances de mon côté et essayer quand même si le dossier passait pas, de quand même essayer d'être kiné. Et en fait, en mars 2010, du coup, un truc comme ça, j'apprends que mon dossier est accepté et que je suis accepté à l'école de kiné de Saint-Maurice, donc du coup à côté de l'INSEP en Ile-de-France, pour la rentrée de septembre d'après. Donc en fait, dès le mois de mars, je quitte la fac de sport et je fais que m'entraîner jusqu'en septembre où là j'arrive à l'INSEP. Et alors, est-ce que tu exploses parce que tu n'as qu'à t'entraîner? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, 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 non. Non, c'était pas ouf. Les premières années U23, pas ouf. On a eu peut-être, je crois qu'une fois avec Romain, en moins de 23, on a dû faire quatrième sur le C2000. Donc c'est plutôt pas mal. Je ne saurais pas dire quelle année c'était. Mais je crois que c'est mon meilleur résultat en moins de 23, quoi. Donc on a eu du mal à confirmer les résultats de junior euh, ouais, pendant longtemps, quoi. Pendant longtemps. Est-ce que le fait justement de venir à l'INSEP, ça t'a fait changer d'entraîneur par rapport à celui que tu avais peut-être à Arras ou Ouais. à Saint-Laurent? Ouais, ouais, complètement. Du coup, au quotidien, j'ai complètement changé d'entraîneur. J'ai changé de.
changer de structure. J'avais déjà changé de structure en allant à Lille. J'étais donc à l'époque, il y avait un pôle à Lille. Donc j'étais là-bas. Mais en fait, je passais la moitié de la semaine à Lille, l'autre moitié à Saint-Laurent. Et après, donc du coup, j'ai changé de structure. Je suis arrivé au pôle de verre. Donc pareil, changement d'entraîneur, changement de structure. Euh, Ouais, c'était des rythmes différents. Je bénéficiais plus du tout de l'émulation d'avant. Donc du coup, je me suis retrouvé un peu tout seul. Et là, je pense que ma progression s'est un peu arrêtée là. J'ai fait un bon plateau pendant quelques années avant de réamorcer une progression. Ouais. Et ben justement là, quand tu as quelques années sans progresser ou presque, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, est-ce que je suis sur le bon chemin, non? Ça doit être En dur. fait, c'est pas bien, mais en vrai, je kiffais ma life hein, parce que j'étais à l'INSEP, ça me faisait rêver parce que j'aime beaucoup le sport. Donc tous les jours, tu vois les Teddy Riner, les Jimmy Vico, tu vois ce genre d'athlètes qui sont hyper inspirants. Tu les vois tous les jours, tu peux échanger avec eux ou avec d'autres athlètes sur ton quotidien. Tu t'entraînes. Moi, j'allais en cours en kiné. Voilà, j'avais ma petite vie parisienne. Je m'entraînais pas mal, hein. Je m'entraînais beaucoup, tu vois, mais j'avais du mal à me fixer des objectifs, en tout cas à bien les construire et à savoir où j'allais, si vraiment j'avais un avenir énorme dans le canoë, parce que j'avais l'impression en fait de bien m'entraîner, mais les résultats suivaient pas. En fait, presque jusque-là, les résultats étaient tombés d'eux-mêmes. En fait, je me suis juste laissé guider par un groupe et les résultats étaient tombés, quoi. Et en fait, arrivé en senior, ça se passe plus trop comme ça. Ça se passe plus trop comme ça et donc du coup pendant quelques années ouais j'ai pas trop reprogressé ouais. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est débloqué alors? Dans un premier temps je suis rentré dans un équipage avec Mathieu Beunier et donc il était beaucoup plus expérimenté que moi. On avait je crois 7 ou 8 ans d'écart et donc du coup voilà là on tombe dans un projet olympique parce qu'on arrive dans le meilleur C2 français. Enfin voilà, donc du coup, ça commence un peu à être du concret. Comment j'ai fait pour arriver là? En fait, je me suis quand même bien entraîné ces années-là, donc j'ai quand même progressé et donc j'ai pris ma place dans ce C2. Donc on a construit voilà, ce C2 avec Mathieu. C'était pas facile au début, mais on a pas mal bossé, on a bien progressé. Et en fait, on était plutôt irrégulier, mais il y a quand même eu des super courses. Il y a eu une victoire en Coupe du Monde à Montémort. Je ne sais plus quelle année c'était. 2015. C'était en 2015. Et donc, du coup, il y avait quand même quelques courses qui étaient vraiment bien. Et en fait, ça se passe pas très bien l'année des quotas, donc 2015. À Milan, on n'accède pas à la finale A. On se retrouve en finale B et donc du coup là malgré le fait que j'avais l'impression d'avoir mis toutes les chances de mon côté et de m'être entraîné dur, ça passe pas pour ça passe pas pour le quota du C2. Donc 2015 coup dur parce que voilà le C2 moi c'est il y en a beaucoup qui te le diront, pour moi le C2 c'est mon bateau de formation, c'est ce que je préfère faire. Tu vois, je te parlais du C2 avec Romain Beunier. Là, avec Mathieu Beunier, son cousin, on avait fait 4 ans à voilà, vraiment taffer le C2 et ça s'est pas passé. C'est pas passé, on s'est planté à Milan en 2015 et donc du coup en 2016 il y avait les Jeux. C'était tendu, je sentais Mathieu un peu moins motivé et déçu, enfin encore plus que moi. Et du coup je me suis réorienté sur un projet un peu plus en mono. Je me suis dit avec le coach à l'époque c'était Nicolas Mayotte. Bah là, c'est qui tout double, vas-y, on essaye. On fait là, par contre, pour le coup, je me suis dit, vas-y, là, je fais de octobre jusqu'aux sélections, à bloc, bateau. Je m'étais entendu en plus à l'école, je leur ai dit, bah voilà, là, il faut que je passe des matières plutôt mineures cette année parce que c'est l'année des Jeux et donc, du coup, je vais mettre à bloc sur le bateau. Et la responsable de formation, elle m'a donné le feu vert et avec Nico Maille, on s'est entraîné
comme des dingues. Je m'entraînais, j'avais un petit groupe aussi, j'avais retrouvé un groupe d'entraînement à Vers avec Sarah Guyot et Sarah Troel. Donc on s'est entraîné dur en 2015, enfin de 2015 à 2016. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce que cette année-là, je gagne les sélections en monoplace 1000 mètres. Et donc, du coup, j'obtiens le quota pour les Jeux de Rio. Et bah alors là, j'imagine c'est une super nouvelle. Là, c'était ouais, c'était vraiment trop cool. C'était presque inespéré parce que, en fait, 15 jours avant, le quota, on l'avait pas. On l'a récupéré sur tapis vert pour une redistribution de quota 15 jours avant les sélections. En fait, on s'attendait à devoir courir le rattrapage. Mais en fait, 15 jours avant, on apprend qu'on a le quota. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que c'était les Allemands qui avaient 3 quotas et c'est le même mec, donc Brendel, Sébastien Brendel, qui gagne le monoplace et le C2. Donc, du coup, il prend un quota et le quota est réadressé à la France. Et donc, on récupère une place, on récupère le quota 15 jours avant les piges. Et au pige, j'arrive à battre Mathieu Goubel, à battre un peu mon idole, quoi. Donc, ouais, c'était beaucoup, beaucoup d'émotions ce jour-là et ouais, une belle réussite de voir qu'en fait, c'est une belle réussite de voir qu'en fait, quand je mets vraiment tout en place et quand vraiment je construis mon projet, ça paye, mais aussi ça frustre de ne pas l'avoir fait avant, quoi. Parce qu'avant, tu faisais quoi alors? Tu t'entraînais à moitié? Mais non, j'étais là à toutes les séances, mais je savais pas trop. En fait, j'étais pas curieux de pourquoi je faisais ça. Tu vois, j'étais pas curieux de pourquoi par exemple, faut que je fasse une B2 en février ou pourquoi faut que je fasse une muscu type bulgare la semaine de la course. Pourquoi faut faire. En fait, juste, je réalisais le programme et je cherchais pas à trop à comprendre ce qui se passait. J'étais dans un mode de vie, pour moi, l'entraînement, c'était un mode de vie. Voilà, mon mode de vie, c'était l'entraînement, c'était pas la performance. Et grâce à ça, j'ai de la chance d'avoir toujours été dans des super structures d'entraînement, d'avoir été en équipe de France et d'avoir eu plein de belles opportunités. Mais je pense que j'étais pas à 100% vers la performance. J'étais peut-être à 60-70% de ce que je pouvais réaliser, quoi. Ah oui, je vois ce que en fait, tu veux dire que t'étais pas impliqué dans la compréhension de ce que tu faisais, quoi. T'appliquais et c'est vrai que là, quand tu... J'appliquais la recette et ça marchait. En fait, j'appliquais une recette qui était plutôt commune à tout le monde et ça marchait correctement. Après, quand même, avant 2015, déjà en 2014, je commençais déjà à. Il y a déjà eu un peu des remises en question à ce moment-là où des discussions, par exemple, avec mon président de club, où on se dit non, mais là, c'est bien, tu es en équipe de France, mais quand même. Est-ce que moi ça m'éclate vraiment d'aller faire des Coupes du Monde, des championnats d'Europe et des championnats du monde, mais systématiquement de faire des finales B? Et la réponse c'était clairement non. En fait, quand tu l'as fait 1 an, 2 ans, de faire des finales B, tu dis bah ouais c'est cool, mais enfin c'est cool d'être en équipe de France, mais en vrai je me lève pas le matin et je vais pas m'entraîner pendant 3 heures ou 4 heures. Donc, du coup, j'ai essayé de vraiment reprendre les choses une par une, essayer de comprendre pourquoi je les faisais. Et j'ai eu énormément de chance de pouvoir recommencer à progresser, en fait. Parce que en faisant ça, j'ai réussi à reprendre une progression et petit à petit, voilà, reconstruire un projet et aller de l'avant, quoi. Tu parlais de Nicolas Mayotte. Dans ma tête, c'est un entraîneur de kayak. Et donc, ma question, c'est les mêmes entraîneurs pour le canoë et pour le kayak à haut niveau? Ouais, canoë-kayak, pour moi, c'est qu'une étiquette qu'on colle. En fait, on est des athlètes avant tout. Moi, depuis des années, j'ai le même programme que les kayaks 1000 mètres, où pendant des années, quand j'étais avec Nicolas Mayotte, j'avais le même programme que les kayaks dames 500 mètres. Tu vois, c'est techniquement, c'est différent. Par contre, la préparation, toutes les séances,
C'est les mêmes. C'est vraiment les mêmes. C'est-à-dire que voilà, c'est juste que l'œil est différent sur la technique, mais que ce soit gérer des allures, voilà, travailler des départs, voilà, travailler la résistance, travailler l'endurance, la caisse. En fait, c'est la même chose que tu sois en canoë ou en kayak. Pour moi, bah, on fait la même chose. On fait la même chose. Sur les temps d'effort, ils sont carrément comparables. Le support sur lequel on est, il est comparable. Les formats de course, c'est les mêmes. Les dates et tout. Enfin, pour moi, entre canoë et kayak, c'est que la technique qui est différente, hein. La gestion d'effort, enfin, tout le reste, c'est exactement la même chose, quoi. Quand tu es sélectionné au jeu, que tu vas au jeu, comment ça se passe? Est-ce que tu as l'objectif, parce que tu parlais des finales B, d'aller en finale A? Ça aurait été génial. Ça aurait été génial, mais quand même, c'était ma première année où je faisais du monoplace. Donc, j'ai vraiment pris le temps de construire les choses et en fait, ouais, je n'étais vraiment pas expert en monoplace du tout. En fait, de faire des courses en monoplace, moi, je ne connaissais pas en inter. J'avais toujours fait du C2. Et j'étais devenu plutôt expert à comment faire des courses en C2, comment les gérer et tout, surtout de l'arrière de C2. Ça, je savais vraiment bien faire et j'adorais ça. Et donc là, du coup, j'ai quand même, il fallait apprendre super vite à faire des courses en international en monoplace parce qu'il y avait deux Coupes du Monde, un championnat d'Europe et tout de suite les Jeux, quoi. D'ailleurs, je ne sais même pas si on a fait les Europes. Bref. Donc du coup, il y avait très très peu de courses avant les Jeux et j'étais assez lucide sur mon niveau. Oui, j'avais gagné les sélections équipe de France, mais j'étais pas du tout dans les favoris pour prétendre même à une finale A, quoi. Donc ce qu'il fallait faire, c'était surtout voilà, prendre mes marques sur le C1 1000 mètres, me construire voilà, un schéma de course, un endroit où je me sens à l'aise, où je puisse m'exprimer, quoi. Pas être bouffé par l'enjeu. Parce que mine de rien, quand tu es deux à partager le stress, c'est pas le même délire, quoi. Et pourquoi le 1000 mètres d'ailleurs et pas le 200 mètres? Parce que Thomas était beaucoup trop rapide. Non, non, mais en plus, ça c'est vrai, sur 200 mètres, c'est un athlète incroyable. Et non, j'ai pas. Pourquoi le 1000 mètres et pas le 200 mètres? Ouais, bah parce que en fait, en 1000 mètres, moi je viens du C2, et je viens donc du coup du 1000 mètres parce que le C2 c'est le 1000 mètres. Et voilà, c'est ce que je fais. Donc c'était plus facile de faire le transfert vers le C1000 que vers le C1 200, quoi. Et j'ai plus de qualité, ouais, je pense, sur ces distances-là. En tout cas, j'ai plus travaillé ces qualités-là. Comment ça se passe tes jeux à Rio alors? Ça se passe plutôt bien. J'ai eu la chance du coup, de beaucoup discuter avec des athlètes plus âgés, donc du coup les années avant. Donc j'ai énormément échangé dans les équipes de France avec Mathieu Beunier, Mathieu Goubel, mais aussi Sébastien Jouve ou Maxime Beaumont. Voilà, j'ai énormément échangé avec tout cela. Ça me permettait de savoir un peu où je mettais les pieds, de ne pas être bouffé par l'enjeu, le stress, l'ambiance des jeux. Et en fait, j'avais discuté avec Sébastien Jouve et c'était exactement comme il m'avait décrit, c'est-à-dire le village, c'est énorme. Il y a 10 000 personnes. Par contre, quand tu arrives sur le site de la compète, il y a moins de compétiteurs que sur les régionaux, Nord-Pas-de-Calais de vitesse. Tu vois, il y a vraiment pas grand monde. C'est vraiment les athlètes qui sont sur place. C'est beaucoup plus petit qu'une Coupe du Monde ou même qu'un championnat du monde. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes sur place. Pas beaucoup d'athlètes, pas beaucoup de bateaux dans le hangar à bateaux. Enfin, c'est une petite compète. Et ça, en fait, ça peut te décontenancer. Tu te dis, mais ils sont où les autres? Enfin, tu vois, ça peut être. Et en fait, non, justement, enfin, ça, c'est un exemple. Mais tout ce qu'il y a autour des jeux, en fait, ça m'avait été très bien décrit par d'autres athlètes avant. Et donc, c'est ce qui fait que ben, je me suis super bien senti au jeu. Je me suis super bien senti. Du coup, j'avais fait déjà 2 Coupes du Monde avant qui m'ont permis ouais, de prendre des marques en C1, de voir à peu près mon niveau en international en monoplace. C'était pas ouf, mais voilà, j'avais moyen quand même de faire des choses intéressantes. Et non, non, les courses sont bien passées. J'ai couru à mon niveau. Je fais deuxième de la finale B. Donc voilà, une course à mon niveau. Mais c'était ça. C'était mon niveau.
Mais en fait, quand je rentre, quelques mois plus tard, je revois la demi-finale des Jeux et je dis, en fait, dès le début de la course, je vois les 4 bonhommes partir. Moi, je fais 5e de la demi-finale. Et je dis, non, mais là, j'étais vraiment au jeu et j'ai pas existé, quoi. Je me suis pas vu, en fait, je me suis pas vu sur l'écran, je me suis pas vu exister dans la course. Alors oui, j'ai fait ma performance, oui, c'était mon niveau, mais en fait, je me suis pas vu exister dans la course et en fait, ça m'a pas plu. Je me suis dit, ok, ouais, c'est cool, j'étais au jeu et c'était une super expérience, mais en fait, j'ai envie de plus que ça, quoi. J'ai pas envie uniquement d'aller au jeu. Y aller au jeu, c'est bien de l'avoir fait, mais c'est pas une fin en soi. Quand tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux, c'est-à-dire vous êtes combien de sélectionnés Je par sais exemple pas. sur le C1000, vous êtes combien? Vous êtes 30? Hein? Sur le C1000, on est Ouais. 16. Vous êtes que 16? Ouais, je crois qu'on est 16, si je dis pas de bêtises. Donc c'est directement la Je crois même demi-finale pas. alors. Je crois même pas. Non, parce qu'en plus, les formats olympiques sont différents. Je pense qu'on est moins de 16. En tout cas, à Rio. Maintenant, ça sera différent à Tokyo, parce que maintenant, on a le droit d'avoir 2 athlètes par nation qui ont le droit de courir, donc qui vont avoir le droit de courir. Donc j'imagine qu'il y aura plus de monoplaces à Tokyo. Mais non, je pense même qu'on était moins que 16. Donc du coup, tu as 2 séries. Le gagnant va en finale. C'était ça à Rio. Et après, il y avait 2 demi-finales qui se couraient, donc du coup, pas complètes les courses. Et dans les 2 demi-finales, ça remplissait. Tu avais les 4 premiers qui allaient. C'est ça, tu avais les 4 premiers qui allaient en finale. Ok, ah ouais, ça doit faire bizarre quand même. Toi, tu t'y attendais, mais là, quand tu me dis ça, je me dis, putain, ça, comparé à une Coupe du Monde ou même à un championnat de France, putain, Ah y non, a mais, personne, quoi. ah non, non, c'est vraiment hyper restreint. Il y a pas grand monde, quoi. Je sais pas, en K4, hommes et dames, ils doivent être 12, un truc comme ça. Donc 12 ou 12, entre 12 et 14. Donc ça, c'est pour les gros équipages. Et donc, tu vois, en monoplace et en C2, c'est hyper restreint, quoi. C'est fait, c'est par sa dimension propre, c'est petit. Ok. C'est petit, les jeux. Et Et ça, en donc, fait, si tu ne sais pas, ça peut vraiment surprendre. en 2016, tu avais fini tes études de kiné? Non, non, j'ai fini en 2018. Ok, donc tu as aménagé ta scolarité à ce moment-là pour être kiné. Ouais, bah, c'est ce que je te disais, hein, de 2015 à 2016, je suis allé voir ma responsable de formation avec Nico Mayotte. On a dit, vas-y, on met tout à bloc et on met tout vers les jeux et on tente. Et c'est passé. Et donc, du coup, en 2016, ouais, j'avais une formation vraiment hyper légère cette année-là. On a dit qu'on allait étaler un peu plus. Donc là, tu rentres des jeux, tu te dis finalement, c'est bien d'aller au jeu, mais c'est pas ce que je veux. Donc qu'est-ce que tu mets en place pour, on va dire, continuer à progresser? Bah, en fait, j'avais amorcé une progression déjà, je t'avais parlé déjà avec le C2 avec Mathieu Beugnier, puis encore une autre plus forte de 2015 à 2016. Et bah, quand j'ai vu que ça marchait, je me suis dit, bah voilà, je vais continuer à mettre ces choses en place là. Après, je me suis quand même remis en question après les jeux. Je me suis dit, voilà, ça faisait un certain temps que je bossais avec Nicolas Mayotte et je me suis dit que c'était le bon moment pour changer et aller voir ce que je pouvais avoir d'autre ailleurs. Ça me faisait pas peur parce que voilà, je pense que j'étais toujours bien entouré. J'ai toujours l'entraîneur national de canoë, c'était toujours Anthony. Donc lui, c'est toujours le même depuis junior. Ça a toujours été mon entraîneur national. C'est-à-dire que dès que j'arrive sur une compétition internationale, c'est Anthony, il est là et on sait ce qu'on a à faire, quoi. Donc ça, c'est assez clair pour moi. Par contre, au quotidien, voilà, j'ai eu d'autres entraîneurs. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de travailler avec Philippe Collin à ce moment-là. Après, du coup, c'était déjà entendu avant les jeux, hein, que j'arrête de bosser avec Nico Maï pour changer, voilà, pour me renouveler. Et donc j'ai commencé à bosser avec Philippe Collin après les jeux pour essayer de me renouveler, essayer voilà, de continuer cette progression que j'avais, essayer voilà, de construire un projet vraiment très ambitieux pour Tokyo. Le but, c'était vraiment ça, d'être le plus ambitieux possible et de voir jusqu'où cette progression pouvait m'amener. Qu'est-ce qui a changé concrètement dans ton entraînement, par exemple? Le volume. T'en as fait plus? Ouais.
Ouais, honnêtement, après, tout le monde compte différemment ses heures à la semaine. Quand j'étais avec Nico Maï, j'étais entre 14, 15 et jusqu'à 17 heures semaine. Euh, voilà, mais plutôt bien qualité, bien intense. Et avec Philou, ça m'a fait tout bizarre, hein, les premières semaines. Quand tu passes d'une semaine normale qui est à peu près 16 heures à 20 heures, bah, ça fait tout drôle. Ça a été dur au début. Enfin, en gros, ça a été dur 4-5 mois, je pense, de passer à ces volumes-là. Et puis après, non. Après, en fait, le fait de passer à ces volumes-là et de répartir différemment la charge, on a fait beaucoup plus d'entraînement polarisé. Donc voilà, avec beaucoup plus Lui, il appelle ça faire du siège. C'est une expression de kayakiste. On peut dire faire du pouf. C'est-à-dire vraiment voilà, monter, avoir les pulses très basses pendant longtemps pour faire du seuil 1 et pour construire, pour faire grossir le moteur. Et après, là-dessus, sur cette base-là, on affûte un peu, on met un peu de vitesse. Mais l'important, c'est vraiment d'avoir une grosse base, quoi. Et donc, on a commencé le boulot comme ça. Et après, Philou, il m'a apporté plein de trucs. Il m'en apporte encore plein aujourd'hui. Donc, déjà, c'est cette manière de répartir la charge de l'entraînement entre les basses intensités et les hautes intensités. Et puis après, on a commencé à faire de l'entraînement en hypoxie. On a fait un stage, après 2, 3, 4. Et là, on va en faire 3 cette année. Enfin, voilà, il m'a apporté pas mal de choses dans la planification et dans la manière de faire les choses. Et à chaque fois, bah, justement, vu que c'était un petit peu nouveau, il devait m'expliquer. Et moi, quand on m'explique, bah, je comprends je suis beaucoup plus acteur de mon projet quand je comprends ce que je fais, quoi. Et à partir du moment où je suis vraiment acteur, bah, je continue à progresser. Et t'as des bons retours sur l'entraînement en hypoxie, justement? Ouais. J'ai la chance d'être bien un bon client pour l'hypoxie, c'est-à-dire que mon organisme réagit bien. Ça se passe, moi, quand je fais de l'hypoxie, voilà, les effets attendus sont vraiment là. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Je sais que sur certains athlètes, ça peut avoir des effets limite dévastateurs parce que le protocole qu'on fait quand on fait un stage en hypoxie, c'est 18 jours minimum, hein, parce que en dessous, en fait, il n'y a rien qui est prouvé. Il y a rien, enfin, sur les études, il n'y a rien qui a été prouvé en dessous de 18 jours. Donc, on part 18 jours. Les 5 premiers jours, c'est vraiment de l'acclimatation. Et là, on va faire, comme je te disais, que de la base. Vraiment que de la base pendant 5 jours. Et après, derrière, on va commencer à monter légèrement les intensités, les volumes, remettre des muscles, voilà, progressivement jusqu'à la fin du stage. Et en fait, moi, j'ai la chance d'être plutôt bien réactif et réceptif à l'hypoxie. Et donc, du coup, j'ai des plus-values, je t'en parlerai après, à la suite de l'hypoxie. En fait, le but de l'hypoxie, pour moi, c'est quasiment de préparer le cycle de développement d'après. Et donc, j'ai la chance, moi, du coup, d'être bien sensible à ça et ça m'active bien. J'ai des bons résultats avec l'hypoxie. Mais d'autres athlètes, en fait, pour eux, ça pourrait être carrément du temps de perdu parce que le temps que tu ailles là-bas dans ce stage et que tu fasses ces 5 premiers jours vraiment d'endurance de base, si en fait, tu n'es pas réactif à l'hypoxie, c'est du temps vraiment de perdu. On est quasiment sur une semaine. Et après, on joue vraiment sur des trucs hyper limites. Quand on commence à mettre de l'intensité, on a un suivi vraiment là-bas. Quand on est en hypoxie, on a un suivi vraiment physiologique au plus près. C'est-à-dire qu'on dort avec un oxymètre. Le matin, on teste notre hydratation, notre activité cellulaire avec une balance, une body là. On se pèse. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Et on fait des tests HRV. C'est ça. Et on fait des tests HRV pour évaluer notre niveau de fatigue. Donc vraiment, quand on est là-bas pour 18 jours, il y a un contexte qui peut être assez lourd. Et si t'es pas... Déjà, s'il n'y a pas ça, tu peux faire des conneries, c'est-à-dire que tu peux tomber en surentraînement et tomber dans des fatigues assez importantes pour longtemps. Et même si ça n'arrive pas, ce contexte-là, plus les 5 jours d'endurance vraiment de base au début, ça peut être complètement une perte de temps. Et donc, du coup, moi, j'ai de la chance d'être super réactif. Et ce que ça me fait faire, en fait, l'hypoxie, derrière, ce que je ressens le plus, moi, comme différence, c'est une capacité de récupération vraiment améliorée.
C'est-à-dire que je peux faire une séance le matin, je termine à 10h ou 9h30 par exemple. Je termine à 9h30 la séance. Je me pose 1h30. Enfin, je termine la séance complètement éclatée parce que j'ai tiré comme il faut. Et, je termine à 9h30 et en fait, je reprends une autre séance à 11h. Et à 11h, je suis capable de refaire la même qualité, la même intensité de séance et rebelote encore l'après-midi une fois ou deux, quoi. En fait, j'ai des temps de récupération qui sont vraiment ultra raccourcis et qui me permettent de m'engager énormément sur les séances et ça pendant 3-4 semaines, quoi. Donc, c'est vraiment ça que ça m'amène l'hypoxie aujourd'hui. Quand vous faites vos stages en hypoxie, l'endurance de base, elle est faite sur le canoë ou pas? Pas forcément. En fait, les premiers stages d'hypoxie qu'on a fait, il faut le savoir, c'est ski de fond. C'est ski de fond en janvier. Et donc, du coup, on faisait. La toute première fois qu'on a fait de l'hypoxie, j'ai fait 0 bateau. C'est-à-dire que on commençait vraiment par du ski de fond, basse intensité. On regardait nos pulses, on devait être en dessous de notre seuil 1, en dessous de 2 millimoles de lactate. Voilà, on essayait de faire des tests VO2 avant pour savoir à peu près où étaient nos seuils et vraiment de se respecter. Et je te cache pas que la première fois, ça m'a fait tout drôle, hein. J'ai dit au bout de 4-5 jours à Philou, j'ai dit franchement, je pense que je suis pas prêt à faire de l'hypoxie parce que franchement, me balader comme ça dans les bois, moi, le ski de fond, d'habitude, quand même, je m'engage. J'aime bien quand c'est engagé, tu vois. Et là, je lui dis, je crois que je suis pas tout à fait prêt à faire ça. En fait, à un moment, j'avais pas l'impression de m'entraîner dur, tu vois, de m'entraîner fort. Et en fait, Philou m'a dit, en fait, c'est pas compliqué. Soit tu rentres chez toi et puis du coup, tu refais le programme normal. Soit en fait, tu me fais confiance et tu restes et on verra bien si tu es réactif ou pas. Ça, c'était au premier stage. Et c'est au premier stage que j'ai eu les plus gros effets derrière. Derrière, je suis parti en stage en Floride après l'hypoxie et j'avais ces gros effets-là, c'est-à-dire c'était entraînement 7h15 rendez-vous. Je venais grosse séance de B1. Tu finis éclaté parce que quand même ils engagent vraiment fort en EB1. Je m'entraînais avec les Canadiens là-bas. Ils engagent vraiment fort en EB1, donc tu finis éclaté la séance. À 11h, rebelote, reséance. Alors des fois, c'était souvent une intensité d'ailleurs, une B2 ou une C, rebelote, et en fait, tu te rends compte que tu peux refaire la même qualité, à t'engager toujours à bloc, et en fait, le lendemain, tu es toujours prêt à repartir, ou 2-3 heures après, tu es toujours prêt à repartir pour une séance comme neuf, quoi. Donc, et c'est ça qui m'a créé beaucoup de confiance avec Philou, parce que quand tu es comme ça, tu te dis, mais je sais pas trop ce que je fais là. Il me dit, mais vas-y, essaye, et on verra. Et quand ça marche, tu dis, ouais, en fait, non, là, je peux vraiment faire confiance, et là, on peut vraiment y aller. Et petit à petit, voilà, à faire des trucs comme ça, on a créé une grosse relation de confiance. Et c'est ce qui fait que ça marche super bien aujourd'hui, quoi. J'allais dire que tu as eu une progression de ce que j'ai pu voir assez constante ces dernières années je crois, si je dis pas de conneries, tu as fini 3e au championnat du monde, je crois, en 2019, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, j'imagine que tu es super content de cette progression, quoi. Ouais, je te disais, après, j'ai énormément de chance. Ça s'est super bien passé pour moi. J'ai la chance d'être super bien entouré. Donc, du coup, au niveau du staff, Philou, Anthony, Mathieu Goubel aussi. Là, je reviens d'un week-end. J'étais à Lille, là, m'entraîner avec lui pour qu'il me donne des petites ficelles. J'aimerais bien le voir un peu plus souvent, mais c'est pas toujours facile avec nos calendriers. Mais après, il y a aussi William Chamba qui était sur le pôle spécialiste du 200 et qui lui m'a donné beaucoup, beaucoup de ficelles techniques et qui est un grand passionné de canoë aussi. Donc voilà, je suis vraiment bien entouré de tous les côtés, donc que ce soit niveau technique, niveau vraiment spécifique canoë avec Mathieu, ou niveau ce qui est du physiologique et ce qui est de l'engagement, de ce que doit être une séance avec Philou. Donc je suis vraiment bien entouré au niveau de mon staff, j'ai envie de dire. Et en plus, ce staff-là m'a encouragé vraiment à aller m'entraîner avec des gars qui bossent dur, donc avec les Canadiens en Floride. Et ça aussi, ça m'a fait passer des caps parce qu'en fait, j'ai retrouvé une grosse émulation, un truc qui me plaît vraiment. Et donc, du coup, s'entraîner avec les Canadiens qui sont qui travaillent dur pendant longtemps. Nous, on a des cycles de 3 semaines à 18, 19, 20 heures semaine. Eux, ils ont des cycles de 6 semaines à 24 heures semaine. Donc, on n'est pas du tout sur sur le même rythme. C'est quelque chose qui. Et puis, faut voir le rythme, hein, c'est quand même hyper engagé. Donc, en fait, le fait d'être entouré par ces gens-là, ça m'a nourri et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui me permet de progresser, quoi.
C'est la première fois que tu faisais un stage avec des étrangers? Ouais. Donc du coup, c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans, mon premier stage en Floride. Ouais, c'était la première fois que je faisais un stage avec les étrangers. Ça m'a un peu stressé. Je savais pas trop comment ça allait se passer et tout. Et en fait, ça s'est super bien passé. Ils ont été super sympas avec moi. L'entraîneur, c'était une légende du canoë, c'est Andreas Dittmer. Je crois qu'il est plus de 3 fois médaillé olympique. Je crois qu'il est 8 fois champion du monde. Voilà, c'est un ancien athlète allemand qui était entraîneur du coup de l'équipe homme canoë canadienne. Et donc ça, du coup, je me suis vraiment beaucoup enrichi personnellement et sportivement dans ces stages avec les Canadiens en Floride. T'as fait plusieurs stages avec eux en fait finalement? Ouais, j'en ai fait plein. La première fois que je suis allé en Floride, je crois que je suis resté, c'était en mois de février, je suis resté. La première fois, je suis resté 3 semaines, 4 semaines, je crois. Non, je suis resté 2 mois seulement l'année dernière. Je suis même pas resté 2 mois l'année dernière. Ah oui, si, c'est vrai. J'ai fait 2 mois la première fois. Heureusement que ta mémoire est à côté de toi. C'est ça. La mémoire est juste à côté. La plus belle mémoire du monde. Ouais, c'est ça. On avait fait 2 mois avec Thomas et Julie, c'est ça. C'est ça. On avait fait 2 mois avec Thomas et Julie. Ça s'était bien passé. On s'était bien entraîné. Et puis après, on a reconduit ça en novembre 2019. Enfin, j'en ai fait plein des stages. J'en ai fait plein des stages. Toujours avec les Canadiens alors? Ouais, vraiment avec les Canadiens. Bah, en fait, j'ai fait mon premier avec eux et ça m'a carrément facilité. Le groupe est super. Ils sont nombreux. Ils sont sympas, accueillants. Voilà, ils travaillent dur et c'était juste ce qu'il me fallait, quoi. On n'a pas parlé un peu de musculation et j'ai vu que tu avais un sacré gabarit. D'après ce que j'ai trouvé, tu fais 1,85 pour 92 kilos. Est-ce que ça dit vrai? C'est ça, ouais. Je fais 94 kilos et 1m84. Ouais, c'est ça, exactement. Et j'ai l'impression justement que les séistes ont tous un gabarit assez impressionnant. Est-ce que tu confirmes? Non. Non. Non, Ok, non. parce que quand je vois les courses sur YouTube par exemple, j'ai l'impression que tous ceux en tout cas qui sont en finale, j'ai l'impression qu'il y a que des mecs balèzes quoi. Franchement, je pense qu'on a tous un minimum un niveau prépa physique assez élevé, mais il y a tous les gabarits. C'est-à-dire que tu vois Martin Fuxa, le Tchèque, très très costaud du haut, des jambes assez fines. Il court vite, mais je pense qu'il développe pas beaucoup en jambes de puissance. Lui, il mesure, je pense, 1m75, quelque chose comme ça. Le Brésilien doit être un peu plus petit. Ok, ouais, c'est des petits gars alors. Le Brésilien champion du monde. Et puis à côté de ça, tu as Brendel qui doit faire 1m96, 97, qui est costaud aussi. Tu as moi qui est pile un peu entre les deux. Tu as le Polonais qui doit faire ma taille, mais qui doit faire 5-6 kilos de moins que moi. Voilà, tu as sur la ligne de départ, et puis tu avais le Cubain justement en finale des mondiaux là. Je pense qu'il doit faire 1m72 et lui par contre s'il fait 72 kilos c'est maximum quoi. Ok, ah ouais, putain, j'avais pas l'impression de ça sur les écrans. Ça c'est fou Donc ça. c'est vrai qu'on a l'habitude de dire ça parce que on voit en France Mathieu Goubel. Moi aussi je fais partie plutôt des gros gabarits. Mais non, en fait vraiment en canoë il y a tous les gabarits. Alors après ils sont tous quand même plutôt costauds. Mais il y a toutes les tailles et il y en a même des moins costauds. Il y en a, voilà, il y a tout. On voit tout. Quelle est l'importance des cuisses au canoë? Parce qu'au kayak, il y a deux écoles. Est-ce qu'au canoë, il y a aussi deux écoles, ceux qui font pas les cuisses et ceux qui disent qu'il faut faire les cuisses à fond? Ouais, il y a 2 écoles, mais moi j'ai choisi la mienne. Il y a 2 écoles. Il y en a pour qui, je pense à Thomas, il n'aimait pas trop faire les jambes parce que derrière, en fait, ça laissait beaucoup de traces. Et donc, du coup, ça restreignait sa mobilité de jambes et il avait du mal à s'exprimer après avoir travaillé les jambes, ce qui se comprend totalement. En fait, du coup, faire travailler les jambes, ça nuisait à sa qualité technique en bateau. Mais moi, non, ça fait déjà longtemps que je sais que les jambes sont hyper importantes et que, en fait, si ça me laisse des traces, c'est parce que je les travaille pas assez, je pense. Et donc, on a vraiment mis l'accent là-dessus. Et ouais, non, ça me sert complètement dans ma propulsion au point qu'aujourd'hui, dans les intentions que je mets en place en bateau, les intentions techniques, c'est 80% du boulot, les jambes. Est-ce que tu peux détailler les intentions techniques en canoë, pour moi qui n'y connais rien?
Pour moi, c'est comme en kayak, hein. Les intentions techniques, c'est comme en kayak. C'est l'objectif final, c'est de faire avancer son bateau et de ne pas tirer sa pagaie. Ok. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment primordial et qu'il faut se remémorer très souvent parce qu'on tombe, les jeunes beaucoup et les vieux aussi, on tombe souvent on mélange souvent le fait de faire avancer son bateau et tirer sa pelle. Tirer sa pelle, c'est amener un point mobile vers un point fixe et faire avancer son bateau, c'est complètement l'inverse. C'est vraiment mouvoir son bateau vers l'avant. Et c'est ça c'est l'objectif final, c'est ça, c'est de faire avancer ton bateau vers la ligne d'arrivée. Et donc, du coup, moi, c'est cette intention-là que j'ai, on va dire, la plus forte. Après, pour faire ça, il faut bien prendre le temps de poser la pelle et ensuite essayer d'amener d'abord les jambes et ensuite les hanches vers ce point fixe qui est la pagaie. Donc, du coup, tu peux le faire en poussant le genou du pouf vers l'avant. Tu peux le faire en avançant ta hanche vers l'avant. Tu peux le faire en te redressant. Tu peux le faire de plusieurs façons. Il faut trouver la sienne, celle qui te correspond le mieux. Et aussi, celle qui a le moins d'impact sur la vie du bateau. Parce que comparé au kayak, ça, par contre, c'est différent. On a des plus grands leviers, on est plus haut sur l'eau. Et si jamais on fait des mouvements qui ne sont pas contrôlés, notre bateau, il peut vraiment, ce qu'on appelle déjauger, et avoir des gros mouvements de bateau. Et donc du coup, ça peut ralentir le bateau. Ça peut être compliqué de trouver une navigation fine quand on commence à faire des grands mouvements. Donc ça, c'est une des clés pour moi pour bien faire naviguer son bateau. C'est vraiment de viser un maximum, encore dans une autre intention, de viser un maximum l'horizontalité. Essayer d'enlever tout ce qui est vertical dans le mouvement, toutes les forces verticales, pour être le plus horizontal possible. Parce que dès que tu mets quelque chose de vertical dans ton canoë, ton bateau va prendre un mouvement, il va commencer à sauter, et ça, c'est de la perte de vitesse et de la perte de contrôle assurée. Est-ce qu'un canoë s'agite comme un kayak? Oui, bien sûr. Ça agite pareil. Ça agite, non, parce que du coup, je vois ce que tu veux dire. Ça agite. Est-ce que tu vas à droite, à gauche, en fait? Vu que tu es en position de fente et que ta fente, entre guillemets, c'est toujours le même pied qui est devant, tu vois ce que je veux dire? Ça dépend des athlètes, mais majoritairement, les canoës dans le bateau navire vont à plat. Ok, donc quand il y a des vagues, tu essaies de le garder à plat. Ouais, tu essaies de le garder à plat, ouais. Vraiment, la gîte, on s'en sert des fois pour diriger. On met une petite à droite ou à gauche pour faire revenir, parce que nous, on n'a pas de gouvernail. Hein. Voilà, c'est que j'allais te demander comment on fait pour tourner. Donc, nous, on sert un peu de la gîte pour tourner. On sert un peu de ce qu'on appelle des cols de cygne et des circulaires. Donc, ça, c'est des trucs que tu apprends en école de pagaie. Et on s'en sert jusqu'à la fin de notre carrière, même en course, dans des conditions compliquées. Bah, voilà, il faut qu'on fasse des cols de cygne. Il faut qu'on fasse des circulaires pour maintenir notre bateau le plus droit possible, sans avoir trop d'impact sur la vitesse de bateau, parce que c'est ça aussi, on a un compromis à faire entre diriger et faire avancer notre bateau. Il faut quand même que notre bateau il aille le plus droit possible, mais souvent quand on fait des gros mouvements directeurs, et ceux-là sont moins propulsifs, si on peut dire, et des gros mouvements directeurs, ça peut aussi ralentir le bateau. Donc du coup, on est tout le temps dans le compromis au niveau de la direction en canoë, pour essayer de trouver la meilleure solution pour bien faire avancer le bateau sans faire trop de distance. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je voulais parler un peu de l'entraînement en dehors du bateau. Est-ce que tu continues à faire des footings? Combien de séances de muscu tu fais par semaine, par exemple, aussi? En gros, au niveau de la PPG, on est à 2 footings semaine, 2 à 3, 3 muscu, un vélo, et voilà. Et ça, c'est seulement quand tu es hors saison, on va dire, parce que j'imagine si tu fais ça en plus quand tu es en période de compète, ça fait un volume de fou, non? Période de compète, c'est hyper restreint. Nous, j'exagère le trait, hein, mais on a 6 compètes par an, donc c'est hyper restreint. Mais sinon, non, c'est quasiment ça toute l'année. Alors après, c'est les intensités qui varient et c'est les contenus à l'intérieur de ces muscles, de ces footings qui varient, tu vois. Mais par exemple, quand je te dis on court 2 ou 3 fois par semaine, en hiver, le but, c'est de développer des capacités aérobies. Et quand je fais encore 2 ou 3 footings en été, le but, ces footings-là, c'est plus de récupérer après des séances d'intensité en bateau. Tu vois. Donc, en fait, d'une manière générale, je cours à peu près 2 ou 3 fois par semaine. Mais ce que je fais à l'intérieur de ces séances, c'est vraiment différent.
Et en muscu, c'est pareil. En hiver, on va plus, surtout au début, on va peut-être plus faire de l'AFP, de l'AFM de septembre à janvier peut-être. Après, on va passer sur de l'AFE et de l'AFP jusqu'à peu près aujourd'hui. Et après, à partir du mois prochain, on va passer sur de la, de la puissance et de la force-vitesse pour préparer les courses. Mais en fait, on Et, fera le même nombre de muscu par semaine, c'est juste les contenus qui vont varier. et est-ce que les exercices qui sont pratiqués sont les mêmes qu'en kayak, en muscu? Est-ce que tu as le tirage planche, le coucher, etc. Ou il y a des mouvements plus Ouais, spécifiques? moi, j'essaie de faire un peu la guerre à ça parce que tirage planche couché, c'est très bien. Ça permet de bien s'évaluer et d'approcher ce qu'est la musculation en général. Mais honnêtement, il y a plein d'autres angles à explorer, ne serait-ce que pour se protéger, protéger ses articulations et développer d'autres qualités et d'autres adaptations en course. Tu vois, par exemple, tu as du vent, du coup, enfin, faire que du TPDC, pour moi, c'est extrêmement limitant. Donc, ta question, c'était Qu'est-ce que tu fais est-ce comme que exercice? Est-ce que tu peux donner des exemples? ouais, ouais, on a les mêmes exercices que les kayaks et tout, mais pour moi, c'est pas que du TPDC. Et par contre, nous, on rajoute, enfin, moi, j'essaie de mettre vraiment l'accent sur les jambes systématiquement. Des fois, les kayaks, ils ont moins cet intérêt et moins cette sensibilité-là et peut-être moins ce besoin-là de mettre l'accent sur les jambes comme nous, on le fait en canoë. Ça veut dire que tu vas faire du squat ou de la presse de manière assez intense? Squat, presse, ouais, du front squat, on va faire ouais, de manière assez intense, ouais, ouais, plutôt. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait des fentes, ouais, on fait plein de choses, hein. Plein de choses avec les jambes. On fait des sauts, on fait des fentes sautées, on fait plein de trucs. Ok, bah, j'ai vu un coup, bah, j'ai une question par rapport à ce que j'avais vu quand tu faisais les stages en hypoxie. J'ai vu que des fois vous forciez sur le watt bike, sur le vélo. Ouais. Et ben ça justement, c'est un autre côté de l'hypoxie. C'est encore autre chose que Philou m'a apporté. C'est du RSH. Ça s'appelle de la répétition de sprint en hypoxie. Et donc moi, le but, c'est de répéter donc du coup les sprints en hypoxie. Donc on est à 3000 mètres d'altitude. Donc c'est des phases plutôt courtes. C'est des 10 secondes. On fait 6 fois 10 secondes 4 fois, 3 ou 4 fois, ou 6 ou 7 fois. Enfin bref. On répète ces sprints assez courts avec des récup assez pincés pour développer de la puissance aérobie ou anaérobie, je ne saurais plus dire ça, Philo, il dira mieux que moi. Et moi, j'ai choisi de le faire en watt bike parce que c'est voilà, l'ergo sur lequel je me sens le plus à l'aise. En ergo canoë, franchement, le cœur n'aurait pas le temps de monter et j'aurais pas le temps voilà, d'optimiser les gains de ce RSH. Donc moi, je le fais en watt bike. Les kayakistes, principalement, le font en ski erg. Ah oui, c'est ce que j'avais cru voir sur les vidéos quand vous étiez en Très altitude. bien vu. Tu parlais justement des articulations, etc. Qu'est-ce que tu fais concrètement en dehors de l'entraînement pour avoir je veux dire, la meilleure santé possible? Est-ce que tu suis une alimentation stricte? Est-ce que tu fais, je sais pas, du yoga, de la méditation? Est-ce que tu vois souvent un kiné? Qu'est-ce que tu fais pour assurer cette longévité au maximum? Un peu tout ça, mais pas tout. En fait, au niveau de l'alimentation, j'ai essayé d'être voilà, d'être plutôt rigoureux, de manger, de limiter mes apports en matière grasse. Euh, j'ai pas vu de gain. J'ai pas vu de gain. Alors du coup, je suis revenu à des choses qui me vont bien. Enfin, j'essaie de manger le plus varié possible, équilibré. Par contre, je suis pas regardant à la quantité. Je suis regardant plutôt à la qualité. J'essaie de manger des aliments quand même de qualité, que ce soit dans les légumes, toutes les bonnes protéines, les bons trucs, des trucs plutôt de qualité. Et je pense que ça fait vraiment la différence dans une alimentation. Tu peux manger hyper varié, mais des aliments voilà, de qualité moyenne. Et je pense qu'en fait, du coup, ça sert à rien. Donc, enfin, c'est mon avis perso. Et donc, je pense qu'il vaut mieux voilà, manger varié, mais voilà, se faire plaisir aussi avec des aliments de qualité. Parce qu'en fait, j'aime bien la bouffe, hein, ça, clairement.
Bon, avec 3 séances par jour, ça va, ça se voit pas. Tout le monde te le dira, ça, c'est vraiment. Bah, j'ai été éduqué comme ça. Mon père est dans la restauration, donc voilà, j'ai une sensibilité à tout ce qui est la bonne bouffe depuis toujours. Et donc voilà, moi j'aime bien manger. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'alimentation. Le yoga, ma mère est prof de yoga, donc du coup j'en fais de temps en temps. Je suis pas très régulier là-dessus, mais je sais que ça me fait du bien de temps en temps d'en faire. Ça m'arrive d'en faire, ouais, je dirais une fois par mois, une fois ou deux par mois, à peu près. Méditation, j'ai essayé, ça m'a fait du bien, mais j'ai pas recontinué. Donc voilà. Après les étirements, on se fixe ça un peu entre nous. J'essaye de le faire à peu près 5 fois par semaine, de m'étirer mais c'est jamais très longtemps, hein, c'est entre 10 et 30 minutes. Voilà. Par Ah, jour. 30 minutes, ça commence à être assez long quand même. Ouais, 30 minutes d'étirement, ça commence à être, je pense que ça commence à être bien, mais c'est une norme, hein. Moi, quand je vois les athlètes qui sont plutôt, voilà, des athlètes autour de moi, c'est une norme pour moi. Une trentaine de minutes. Après, tout le monde ne le fait pas, certains en font plus. Enfin, chacun voit midi à sa porte, tu vois. Moi, voilà, c'est à peu près ce que je fais entre 4 et 5 fois semaine, de 10 à 30 minutes. Et est-ce que tu fais d'autres choses pour ta longévité? Est-ce que tu prends par exemple des compléments alimentaires ou comme tous ceux que j'ai interviewés, tu n'en prends pas ou presque? Non, je prends de la whey quand même pour mon goûter, hein. Non, mais ça me permet. Je suis quand même un peu flemmard, hein. Ça, on n'en a pas encore parlé, mais je suis quand même plutôt flemmard. Donc, du coup, le fait de prendre la whey, ça me permet d'avoir un petit encas quand on enchaîne les muscles. Et ça me permet approprié à ce que je fais en termes d'efforts dans la journée. Donc, ouais, je prends de la whey. 2 ou 3 fois par an, je prends un peu des BCA. Et voilà. Est-ce que tu fais de la préparation mentale? En fait, j'en ai fait. En fait, je me suis dit, je vais mettre toutes les chances de mon côté, je vais me mettre à la préparation mentale, je vais essayer. J'ai essayé. La préparatrice mentale m'a donné pas mal de clés, dont la méditation et dont un truc que j'utilise beaucoup aussi, en fait. Ça paraît tout simple, mais c'est de l'organisation et de la planification d'objectifs. Et ça, elle m'a donné les clés là-dessus. Et elle m'a expliqué comment faire, comment tout structurer. Et ça, aujourd'hui, je m'en sers énormément avec Philou et même avec tout le monde, tout mon entourage, enfin, tout mon staff, tous les gens avec qui je bosse. Donc ça, je me sers. C'est plus de la préparation mentale, c'est juste de l'optimisation de la performance. Mais ça me permet vraiment de donner du sens à ce que je fais. Et donc la prépa mentale, ça m'a ouvert cette porte-là. Et je l'applique aujourd'hui pas mal. Mais par contre, je vais plus voir la prépa mentale. Parce que, en fait, je ressens pas le besoin. Je ressens pas le besoin. Et puis, je pense que, en tout cas, pour l'instant, cette personne-là m'a apporté ce qu'elle avait à m'apporter. Et peut-être que demain, il y aura d'autres personnes qui m'apporteront d'autres choses au niveau de la prépa mentale. Mais là, je me sens bien. Est-ce que tu fais d'autres choses que j'ai pas soulignées pour performer? Non, non, je pense qu'on a fait le tour. Désolé, je suis un peu bavard, hein, mais... Non, mais tu fais bien d'être. Moi, j'aime bien les gens bavards, donc c'est très bien. Je voulais parler un peu matériel parce que pareil, j'y connais absolument rien. J'imagine que quand tu as commencé le canoë, t'es pas monté tout de suite dans un canoë comme aujourd'hui. Il y a plusieurs étapes comme en kayak, plusieurs largeurs, plusieurs formes aussi. C'est ça. En fait, il y a une forme initiation découverte. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui dans les écoles de pagaie. Pour le canoë, c'est le Ludoc. C'est un bateau en plastique assez étroit où tu peux te mettre en position canoë. Donc, du coup, tu fais tes premiers pas dans ce bateau-là en plastique. Et après, en fait, on est passé tu passes du Ludoc à du mini kayak si tu as un petit gabarit. Mais moi, je suis arrivé à 12 ans, donc du coup, je faisais déjà, je sais pas, 55, 60 kilos. Donc, du coup, je pouvais pas aller dans un mini canoë. C'est plus du mini kayak, mais il y avait des mini canoës. Donc, j'avais pas le gabarit pour pouvoir accéder à ça. Donc, on montait dans les anciens bateaux. Donc, ça s'appelle des deltas, des bateaux très larges et qui, en fait, pour moi, ne sont pas beaucoup plus stables que les bateaux qu'on a actuellement. Parce que ça roule énormément et c'est assez impressionnant comme bateau. C'est des gros bateaux et souvent, toi, tu es plutôt petit dedans. Donc, on commence par ça et petit à petit, on passe d'un bateau à un autre, quoi. Comment on choisit son bateau? Toi, je crois que tu es en Plastex. Ouais, c'est ça. Eh ben, j'étais en Hello
J'étais en élo pour une chose, jusque Rio. J'étais en élo pour une chose parce que c'est simple à trouver. Et en fait, je me posais pas trop la question de mon C1 parce que, même si quand même j'ai essayé d'avoir le meilleur C1 possible, je me posais pas trop la question de mon C1 parce que, en fait, mon objectif c'était l'équipage. Et en fait, je me posais beaucoup plus la question dans quel bateau j'allais naviguer en équipage que dans quel bateau j'allais naviguer en mono. Et le fait de naviguer en élo, ça me donne. C'était facile en fait, partout où j'allais en stage, j'étais sûr de le trouver parce que les plastiques s'en trouvaient pas partout. Et après Rio, je me suis simplement dit, j'ai fait le tour dans le Nelo Cinco et je vais essayer le bateau qui était champion olympique, donc le Fighter, le Plastex, le Fighter 1000. Et du coup, il a fallu que je développe d'autres qualités, il était vraiment différent. Et bah voilà, dans mon renouvellement, tu vois, je t'avais dit qu'après Rio, j'ai changé de coach. Voilà, j'ai changé aussi de bateau. Et donc, du coup, c'était juste pour me challenger un peu, me renouveler. Et je m'en suis bien sorti, je me suis bien adapté au bateau et ça me paraissait en fait presque logique de passer dans le bateau du champion olympique parce que je me dis s'il y a, tu vois, s'il y a un truc qui se passe pas bien, ce sera pas la faute du bateau, ça sera clairement de ma faute, tu vois. Donc comme ça, t'évites les trucs et t'essaies de bien t'en servir. Après, le but c'est vraiment de trouver le bateau qui te correspond bien. Mais aujourd'hui, de toute façon, je pense en canoë et en kayak, tous les bateaux que tu vois au départ des courses, c'est des bateaux performants. Et c'est juste de savoir dans lequel tu arrives mieux à t'exprimer et dans lequel tu te sens le plus à l'aise, quoi. Et tu dirais que tu arrives mieux à t'exprimer dans ce bateau Plastex? Parce qu'en plus, j'ai changé de forme de Plastex entre deux. C'est un nouveau Plastex aujourd'hui par rapport à 2016-2017. Je m'exprimais différemment. En fait, le Nelo Cinco était un bateau hyper dynamique. Dès que tu rentres la pelle dans l'eau, le bateau prend tout de suite de la vitesse. Par contre, dès que tu sors la pelle de l'eau, il ralentit. Et donc, du coup, ça pouvait donner des schémas de course vraiment un peu irréguliers avec des accélérations, ralenti, accélération, ralenti. Et du coup, ça pouvait coûter un peu de jus et physiologiquement, c'était pas très, très naturel. Et en fait, et surtout, il réagissait beaucoup, moi, je trouve, à la force des bras. C'est-à-dire que dès que tu mettais un coup de bras, le bateau reprenait de la vitesse. Par contre, le Plastex, là, j'étais là-dessus que je voulais justement orienter mon travail pour l'Olympiade d'après. C'était sur les jambes. Le Plastex réagit très très bien au travail des jambes. Quand on voit vraiment fort les jambes, il te le rend bien, il glisse énormément. Il a une glisse qui est beaucoup plus. Moi, je le ressens comme ça, hein, tout le monde n'est pas d'accord. Plus en longueur, c'est-à-dire que comparé à un Nelo qui est dynamique, lui, en fait, si tu rates un coup de pelle ou quand tu sors ta pelle de l'eau, le bateau va pas ralentir énormément. Par contre, il va être beaucoup moins dynamique. C'est-à-dire que pour le sortir de l'eau, là, par contre, il faut vraiment s'engager énormément. Et pour, par exemple, sur un départ, il faut s'engager vraiment fort pour lui donner la vitesse. Mais une fois qu'il a atteint la vitesse, si tu bouges bien tes jambes, il la maintient à peu près. Ok. Qu'est-ce que tu as comme on dit une pagaie aussi en canoë? Bien sûr. Alors qu'est-ce que t'as comme pagaie? J'avais Braxa, pareil. Et puis après, je me suis dit, tiens, si je prenais la pagaie du champion du monde. C'est une bonne technique, hein. Et non, bah voilà, j'ai voulu essayer. Et en fait, quand tu essayes, autant prendre les choses qui marchent, tu vois. Pas essayer des trucs. Je suis pas là pour essayer de. Je me sens pas à l'aise pour. Déjà, j'ai pas assez de sensations, je suis pas assez fin dans mes sensations pour dire ouais, ce matériel-là, il est bien. Ce matériel-là, surtout quand il y a des trucs nouveaux qui arrivent. Ce truc-là, il est bien. Ce truc-là, il est pas bien, tu vois. Donc, du coup, pour la pagaie, j'avais une pagaie qui fonctionnait très bien. C'est les Braksha. J'étais donc sur un modèle super fat. Et donc, du coup, c'était très bien. C'était reconnu. Tout le monde. Enfin, il y en a pas mal qui s'en servent. Je me suis dit, voilà, je vais changer, je vais passer sur G-Power, cette pagaie-là va me permettre. Je sais que ça marche, peut-être que ça ne me correspond pas, mais je sais que ça marche, tu vois. Parce que des fois, tu ne sais pas trop si, par exemple, tu prends un nouveau matériel et que tu ne peux pas savoir si juste ça ne te correspond pas ou si le matériel ne marche pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais bien sûr, c'est tellement fin en fait et personne va pagayer de la même façon, donc si jamais ça marche pas, tu sais pas si c'est de la faute du matériel ou si juste ça te correspond pas. Donc moi, je prends des trucs qui fonctionnent et je vois si ça me correspond. Comme ça, j'élimine le côté savoir si le matériel est performant ou pas. C'est quelle taille ta pagaie alors? Comment tu la règles? J'avais des varios, mais j'ai arrêté d'en mettre parce que j'ai voulu gagner du poids sur mes pagaies, les alléger un peu.
j'ai quasiment rien gagné. J'ai gagné 30 ou 40 grammes, quelque chose comme ça. Elle fait ma pagaie de mono. De toute façon, c'est la même pour le C2 quand je fais du C2 de temps en temps. 170,5 de hauteur. Ok. Et la taille, c'est comme au kayak, pareil? Non, c'est pas des surfaces. Nous, on parle pas mal en largeur en canoë. Donc, quand j'avais une Braksha, j'avais une 23,5, 24,5. Donc, ça veut dire qu'il y avait une largeur en haut qui était plus large et un peu plus fine en bas. Donc, du coup, c'est pour ça que tu as 2 chiffres. Et là, je crois qu'elle fait 25 ou 25,5 aujourd'hui. Mais la forme est complètement différente. C'est une pagaie asymétrique qui est vraiment adaptée aux pagayeurs droitiers ou gauchers, comparé à la Braksha qui est complètement symétrique et qui est différente, quoi. C'est une façon différente de voir les choses. J'ai cru voir aussi qu'en canoë, j'ai vu ça sur les réseaux, on personnalisait son appui genou entre guillemets. Ouais. Je sais pas. Ça, c'est un pouf, simplement. Ouf. Ok, ouais. Comment ça marche ça alors? Comment on le personnalise? On le fait mouler à son genou? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que tout gamin, et on continue encore aujourd'hui, alors on essaye de se prendre la tête pour faire évoluer un peu le processus, mais on n'a rien de trouvé d'aussi bien que ce qu'on fait déjà depuis 10 ans, ce que Eugénie est en train de faire là, c'est-à-dire on creuse un pouf, c'est-à-dire qu'on parle d'un bloc de mousse polyuréthane nu, qui rentre, ce mousse, il rentre dans un bloc qui est fixé au calage du bateau. Et donc, ce pouf-là, on part et on creuse avec divers outils, avec des brosses métalliques, avec des cutters. Et après, on finit en le ponçant pour le faire à la forme de notre genou, mais pas uniquement, pour aussi nous permettre de bien nous mouvoir dedans, pour pas qu'il nous fasse d'appui, pour qu'on puisse quand même aller vers l'avant sans que ça appuie sur le haut du genou. Donc, on essaie de trouver les meilleurs compromis pour être bien à l'aise dans son pouf. Et c'est le travail de tout canoë tous les ans de se creuser un petit pouf tout neuf pour être à l'aise pour sa saison, quoi. Et c'est marrant que ce soit pas professionnalisé justement ce pouf. Mais on a essayé, hein. Mathieu Goubet, il a essayé de voir avec pas mal de choses comme je crois que c'était des ergothérapeutes ou des trucs comme ça, ou même des podologues, pour voir. Et en fait, je me suis encore posé la question il y a 2 mois. Ça peut être compliqué à faire, mais en fait, je crois qu'on n'a pas, on a essayé, on a vraiment essayé de trouver d'autres solutions, de partir d'une base en carbone et de varier les densités de mousse, de varier les trucs comme ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux que le pouf, mais même si, tu vois, tous les ans, on cherche des solutions pour faire mieux, mais ça fait 10 ans qu'on est sur ce bloc de mousse. La vraie petite avancée qu'on a sur ce bloc de mousse, c'est que maintenant, on a à l'avant du pouf, on a donc la mousse, et devant le pouf, on a une plaque comme une équerre en métal qui fait toute la hauteur du pouf. Avant, elle s'arrêtait à la moitié du pouf, et du coup, il était un peu mou devant. Et là, par contre, la transmission de force est beaucoup plus directe. Et d'ailleurs, je l'ai senti quand je suis passé à ce type de bloc pouf, j'ai eu des bleus au-dessus du genou à pousser dans le pouf, et le pouf était tellement plus rigide que ça m'a fait des bleus devant. Aujourd'hui, ça va mieux quand même, mais donc, c'était les dernières petites avancées au niveau des poufs, c'était ça. Ouais. Ça paraît vraiment rudimentaire, mais 100% des athlètes, les meilleurs mondiaux pagaient avec ça. Et on essaye de faire évoluer le truc, mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution. Est-ce qu'il y a quelque chose sous le pied de devant ou tu es directement au contact du bateau? Il y a une planche qui est horizontale. Ok. Qui est collée au fond du bateau. Ouais. Et comme en kayak, tu dois vraiment... J'ai pas du tout l'expérience en canoë, donc c'est peut-être une question à la con pour ceux qui vont écouter, mais tu fais vraiment qu'un avec ton bateau en fait. Tu restes toujours appuyé sur ta jambe de devant et sur ton pouf en fait. Ah ouais, je bouge pas. Je suis vraiment. Il y a vraiment un trépied avec pied avant, pied arrière, genou qui est en place et qui bouge pas. Par contre, mon genou dans mon pouf bouge. J'ai de la flexion et d'extension genou, mais ça c'est en fait, en gros, c'est de l'avancée et reculer de hanche. Donc du coup, c'est les seuls mouvements que j'ai. Mais vraiment, mon tibia droit, mon pied droit et mon pied gauche, ils bougent pas du tout. Okay. Comment on choisit le pied qu'on met devant? Eh ben, ça dépend. Si tu as la chance d'être dans les premiers arrivés dans ton club, tu choisis t'aborder. Et si tu arrives un peu comme moi sur le tard, on dit mais toi, quand même, ça serait bien que tu pagayes un peu à droite. Parce que quand même le C4
il y a déjà 2 gauchers et un droitier, donc du coup, il faudra un autre droitier. Donc toi, tu vas pas à droite. Et moi, Ok, c'était un peu, ça se fait comme ça alors. ouais, moi, c'était un peu mon cas et j'ai de la chance, je pense que c'était de mon côté. C'est original. Non, mais c'est vrai, hein. Je te jure que c'est vraiment comme ça. Aujourd'hui, on a pris un peu plus de liberté. Justement, c'est un peu les canoës dames qui nous ont ramené ça. On a vu des bateaux canoës dames performer en des équipages, je veux parler, hein, en droite ou en gauche-gauche. Des C2 entre guillemets à l'italienne, ça s'appelle, mais même si c'est plutôt les Canadiennes qui performaient comme ça. Donc du coup, on s'est un peu ouvert à ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on est plus ouvert à faire des équipages de même bordée, même si c'est plus compliqué à caler et plus compliqué à diriger. Des fois, ça reste intéressant de le faire quand le niveau des athlètes le permet. Tu fais encore du C2 aujourd'hui? Comment? Tu fais encore du C2? Bien sûr. Ouais, j'en fais hyper régulièrement. J'en ai fait toute Olympiade. J'ai fait tous les championnats du monde. Je les ai courus en C2 avec différents équipiers. Mais je les ai courus en C2. On a essayé d'aller choper le quota avec Loïc en 2019. On termine premier de la finale B. Donc on est les premiers pas pris. Quand on est les premiers à pas avoir le quota en C2. Donc du coup on fait premier de la finale B en 2019. En 2018, on fait sixième avec Thomas Simard en C2. Et je crois qu'on fait une finale A aussi on fait huitième avec Loïc en 2017. Donc j'ai fait du C2 tout l'Olympiade et voilà, moi C1, C2, c'est mes deux projets. La seule chose qui fait que cette année j'en fais pas beaucoup, c'est que j'ai déjà eu le quota en mono et en fait du coup je peux pas courir les rattrapages en C2. J'ai pas le droit parce que ça serait trop facile si je pouvais courir les championnats du monde en mono et puis après me repointer dans un C2 l'année d'après au rattrapage. Ça serait trop facile. Donc, du coup, si on veut on a échoué à avoir un quota en C2 l'année dernière. Et donc, si on veut avoir un quota au jeu, si on veut avoir un C2 au jeu, il va falloir que les copains aillent le chercher au rattrapage continentaux en juin, fin mai, juin. Et quels sont tes objectifs pour les Jeux Olympiques? Est-ce que tu as le droit de dire que tu veux viser la première place ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Moi, en tout cas, je me le dis tous les jours que c'est ce que je vise. Après, ouais, je pense que j'ai le droit de le dire, hein. Franchement, ça me coûte rien de le dire, hein. Si demain je me plante, franchement, je m'en voudrais. C'est moi, ça sera moi le premier déçu et personne d'autre en fait. Donc non, aujourd'hui je le dis, c'est vraiment ce que je vise. Je mets tout en place pour ça voilà, c'est ce que j'envisage. Ouais. Non, mais c'est vrai que moi qui ai fait un peu de recherche sur toi, on voit que ta progression, t'es en pleine progression et c'est vrai que là, a priori, si tout se passe bien, ce sera tes Olympiades, quoi. C'est logiquement la prochaine étape. Après, on sait ce que c'est que le sport. C'est rarement logique. C'est rarement logique et aussi mathématique. Donc, il faut encore tout remettre en place et il va falloir faire les choses bien. Et puis, on verra bien le résultat à la fin. Et comment s'est passé le confinement, en fait, pour toi? Mal. Est-ce que tu as fait de l'ergomètre ou pas du tout? T'as rien pu faire? T'as juste pu aller courir? Non, j'ai fait de l'ergo. J'ai fait de l'ergo pas mal, et puis un peu du maintien de forme avec pas mal avec des élastiques. Et voilà, et je me suis remis à courir à la fin du confinement. Ouais, j'ai fait un truc vraiment léger parce que j'étais vraiment dégoûté par ce confinement, par le report des jeux et tout, en tout cas, surtout au début. Et du coup, j'ai mis un peu de temps. Je faisais ce qu'il fallait pour m'entretenir, et puis après, j'ai mis un peu de temps à me remettre sur les rails ce qui m'a vraiment motivé, c'est quand on a eu une perspective de sortie de confinement et je me suis dit, ouais, là, ça y est, là, je prépare la sortie et la reprise bateau. Et là, les 2-3 dernières semaines de confinement, là, je me suis remis à m'entraîner plus sérieusement, plus régulièrement. Après, le reste du confinement, je bossais, je m'entraînais tous les jours, quoi, mais je faisais des trucs, c'était entre 30 et 45 minutes par jour, quoi. Ok. L'ergomètre ne t'a pas si motivé que ça, quoi. J'étais content d'avoir un ergomètre, c'était pas mal. Mais Est-ce que l'ergomètre ressemble à ce qui se passe sur l'eau ou c'est comme en kayak, il manque des choses en fait? Moi j'ai la chance d'avoir un ergomètre qui est sur un chariot, donc il bouge, il est mobile. Donc du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai déjà fait
des séances sur ergo en canoë sans le plateau qui bouge. Et honnêtement, au bout de 20 minutes, tu pètes un plomb parce que tu as les jambes démontées. Ça retranscrit pas trop le bateau et c'est trop dur. Donc, et c'est quelle marque que tu as? Moi, c'est une kayak pro que j'ai. Ok, donc il y a le plateau qui bouge alors. Avec un plateau qui bouge, ouais. Une kayak pro canoë, je crois que c'est une canoë pro, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça me permet de faire surtout bien des basses intensités, intensité moyenne là-dessus. Dès que tu veux commencer à faire un peu de vitesse, bah, c'est plus compliqué parce que le chariot, il va un peu dans tous les sens. Mais tu peux quand même bosser assez bien. Ça dépanne pas mal. Et puis, voilà, ça complète un peu la prépa. C'est une bonne machine, solide et tout. Donc, ça m'a un peu réconcilié avec l'ergo parce que quand je faisais sur la dance sprint, je peux dire que je sais pas si je l'ai cassé, mais j'ai failli casser une dance sprint une fois parce que tu pètes un plomb quoi, là-dessus. C'est marrant pour le chariot qui avance parce que justement j'avais écrit au gars qui l'a fait, j'ai oublié son nom, pour lui dire il y aurait pas un plateau adapté sur le kayak pro pour le kayak et il était pas trop pour le gars et donc je vois qu'il l'a déjà fait pour le canoë donc je vais peut-être lui réécrire après en lui disant file-moi un chariot. Bah ouais c'est clair. Il doit peut-être y avoir des petites solutions. Après il y a kayak pro, il y a dance sprint, mais si t'es pas trop regardant sur ce qui est du retour d'information, il y a une marque russe qui s'appelle USM qui fait, je pense, je suis sûr, des kayaks sur chariot, enfin des machines ergo sur chariot. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de retour chrono, watt, cadence, distance. Ça, en fait, il n'est juste pas relié à rien du tout. C'est juste une machine avec un ventilateur qui tourne. Et là, par contre, tu es vraiment sur de la sensation. Et là, par contre, tu es sur un chariot. Celle-là, okay. Elle existe. USM, tu dis? Ouais, USM Company. Ok, bah, j'irai voir. Sait-on jamais. J'arrive un peu au bout de mes questions. Est-ce qu'il y avait des sujets que tu souhaitais aborder qu'on n'a pas abordés? Non, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense après les gens ils vont s'endormir. Mais non, ils vont s'endormir. L'important dans un podcast, c'est de partager ce qu'on a envie de partager. Après, quand on fait ça, c'est que ça plaît et c'est bon signe. J'ai ma question habituelle de fin. Est-ce qu'il y a des personnes que tu souhaiterais entendre toi personnellement sur ce podcast? Ouais, il y en a pas mal. Je sais que tu la poses cette question. Moi, j'aimerais bien entendre mes deux mentors, mes deux référents, Philippe Collin et Mathieu Goubel. C'est un bon duo comique et je pense que. Est-ce que tu aurais une question à leur poser à chacun? On a un peu de cours. N'importe quelle question, hein, tu peux. Mathieu Goubel, tu peux lui demander comment il réussit aussi bien. Comment il fait ses Welsh. Qu'est-ce que c'est ces Welsh? C'est quoi ça? Un Welsh, c'est un plat typique du Nord, enfin du Pas-de-Calais, de chez nous. Il réussit plutôt bien. Et à Philippe Collin, tu peux lui demander combien il lui reste de bouteilles dans sa cave, ça sera pas mal. Ça marche, c'est cool. Si après ce podcast-là, certains souhaitent te contacter, qu'est-ce que je mets en lien? Tu peux mettre mon Instagram. Ok. Instagram, ça sera le plus simple, ouais. Super. Je mettrai ça. Merci encore de ton temps, Adrien. De rien, merci à toi, merci de l'intérêt et merci de ce podcast qui est bien sympa. C'est cool. On espère que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie. Et puis, salut à tous et à la prochaine. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.